Défaite 2-0 par les Super Eagles d'Eric Schell, les Fennecs ont été éliminés ce samedi soir à Marrakech de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Après avoir échoué dès la phase de groupe en 2022 et en 2024, les hommes de Vladimir Petkovic auront partiellement redoré le blason de la sélection en remportant 4 de leurs 5 rencontres au cours de ce tournoi, tout en décevant particulièrement à travers un dénouement marqué par leur impuissance. Mais que retenir véritablement de cette aventure marocaine? Un groupe créé d'une part, une transition de génération quasiment achevée, une imperméabilité défensive qui contraste avec une production offensive souvent stérile, des choix du sélectionneur qui ont payé, d'autres qui ont interrogé, des individualités prometteuses à l'instar de Ibrahim Maza ou de Rafik Belrali. On va justement revenir aujourd'hui sur cette CAN 2025 et essayer d'en faire un bilan global. Je suis accompagné de Walid, rédacteur en chef adjoint de DZ Foot, et de Mahdi, cofondateur et rédacteur en chef du média DZ Foot. J'espère que vous allez bien, messieurs, en dépit de cette élimination qui nous a fait bien du mal. Alors, avant que vous nous proposiez chacun votre bilan global de cette Coupe d'Afrique des Nations, j'aimerais que l'on revienne sur cette défaite face au Nigeria, défaite quasiment incontestable d'un point de vue sportif, deux buts inscrits par Osimhen et Akor Adams pour les Nigérians. Il y avait une statistique qui était assez édifiante, qui avait été publiée sur la page Twitter du média, qui illustrait notamment les expected goals de la sélection algérienne, qui était tout simplement de 0 à la 77e minute. Alors que beaucoup de supporters se sont cassés la tête sur les choix de Petkovic, sur l'arbitrage qu'on va également évoquer, Walid, est-ce que la marche n'était pas tout simplement trop haute pour cette jeune sélection? Je crois qu'on peut le penser en tout cas, parce que il y a des scénarios qui laissent place au regret, des accomplissements également qui pourraient laisser penser que potentiellement on aurait pu faire mieux, mais pour le coup, j'ai du mal à être convaincu qu'on puisse être dans le regret vis-à-vis de ce match-là, parce que je pense qu'on a joué contre ce qui était, en tout cas vis-à-vis de notre propre CAN, la meilleure équipe de la compétition. Je crois qu'il y avait une galaxie véritablement d'écart entre ce qu'ils étaient en capacité de produire et ce que nous produisions. Il y a aussi tout un parcours derrière le Nigeria qu'on peut peut-être évoquer, le fait que ce soit une équipe qui soit passée par un certain nombre de déceptions, d'échecs, qu'il semble avoir grandi également vis-à-vis de cet échec. Voilà, c'est peut-être notre cas à nous aussi. En tout cas, hier, et on en parlera je pense encore après, le penalty c'est peut-être le seul regret que tu puisses avoir, mais quand bien même il y avait eu justement le 10 penalty, je suis pas convaincu que le scénario était vraiment très différent. Mahdi, tu rejoins Walid dans cette analyse. Moi, j'ai les statistiques de la rencontre devant moi. 7 grosses occasions pour le Nigeria, 0 pour notre sélection. 13 tirs pour les Nigérians, 3 seulement, dont 0 cadré. C'est des statistiques qui Et parlent pour deux, elles-mêmes. et deux tirs de Bordeaux de Bounedjah à la 78e, agacé de ne pas avoir une frappe. La première frappe du match, c'est Bounedjah qui l'envoie en direction de Rabat, je pense. Euh, il s'est à 35 mètres et c'est à ce moment-là que la stat se débloque, donc c'est dire. Bon, pour revenir à ce que dit Well, je suis d'accord et pas d'accord avec lui. D'accord sur le fait qu'on est tombé sur plus fort que nous. On est tombé sur une équipe du Nigeria vraiment au mieux de ce qu'elle sait produire, parce que c'est quasiment la même génération qu'on a depuis peut-être 6 ans, mais on sent qu'ils sont arrivés à maturité. Ah, on a beaucoup parlé d'Osimhen et de Lookman, mais derrière, il y avait aussi des joueurs comme Ndidi, comme Iwobi, comme même Moses quand il rentre, même Ajaï derrière, on voit qu'il y a de l'expérience dans cette équipe, il y a quelque chose. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est par rapport au fait qu'on ne pouvait rien faire. Pour moi, on est arrivé miraculeusement avec un 0-0 à la mi-temps, et je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Quand on a vu les changements qui ont été faits après le 2-0, je pense que s'ils avaient été faits au moment du 0-0, faire entrer deux vrais ailiers, faire entrer un véritable avant-centre, on a réussi à les faire reculer un peu. Certes, on ne peut pas savoir parce que s'ils ont reculé un peu, c'est parce qu'ils menaient 2-0. Donc, quelque part, c'est logique que l'équipe recule un peu quand elle mène 2-0. Par contre, je pense qu'avec ce 0-0, si on rentre à la mi-temps et qu'il fait les changements à la mi-temps, pas après les deux buts, je pense qu'il y avait possibilité de les perturber.
Ouais, on va justement Voilà. évoquer ce coaching de Vladimir Petkovic qu'on peut qualifier quand même de tardif au vu du scénario que tu as bien restitué, Mahdi. Je vais juste revenir sur la composition de départ de Nofenek, composition quasiment similaire à celle qui avait débuté contre la RDC. On avait juste Ismaël Benasser qui était absent et qui a donc été remplacé par Rami Zerouki. Quand tu as vu cette composition, Walid, tu as réagi comment? En sachant que moi, personnellement, pour livrer une première analyse, j'ai été assez surpris de l'absence de Bounjah. Quand on a vu que justement il n'avait pas débuté contre le Burkina Faso, qu'il n'avait pas débuté face à la RDC, et qu'à chaque fois ses entrées avaient permis de rompre avec la stérilité du jeu offensif de la sélection. Tu l'as analysé comment, toi, quand tu as vu cette composition? Et est-ce que tu comprends le fait que Vladimir Petkovic ait été aussi tardif dans ses remplacements? Alors, je pense déjà qu'il convient de dire que Petkovic fait partie de ces entraîneurs-là qui sont avant tout à la recherche de l'équilibre, qui sont obsédés par la recherche de l'équilibre, et qu'il fait ses choix du coup en fonction de ce besoin-là. Quand il réalise qu'il n'aura pas John Hatem, qui est un latéral gauche, qui est avant tout un très bon défenseur, même s'il est également bon offensif, c'est avant tout un bon défenseur, capable de jouer défense centrale gauche par exemple, euh, et qu'il est donc obligé d'aligner Ryan Aït-Nouri, même si on peut effectivement discuter du fait qu'on aurait pu potentiellement avoir Ben Sebaini latéral gauche, ça a été l'une des choses qu'on a évoquées nous à DZ Foot dans nos discussions. Dès lors qu'il aligne Ait Nouri, il se met à l'esprit qu'il doit absolument compenser son manque de rigueur défensive. Et dès lors qu'il compense, bah, la meilleure façon d'y parvenir, c'est d'avoir un ailier devant lui qui est généré dans l'effort, qui n'hésite pas à faire le repli, le pressing, etc. Donc, Shaibi. Le problème, c'est qu'en alignant Fares Shaibi, tu te prives également d'un Amoura ailier gauche, et Amoura étant l'indiscutable, le seul vrai indiscutable devant, même s'il était l'auteur d'une canne finalement assez décevante, euh, bah, il est allé dans l'axe. Voilà, après, bon, il y aurait eu d'autres options, on aurait pu avoir une défense à 5 et un 3-5-2 devant, avec, pourquoi pas Amoura et Bounedjah, mais ça aurait conduit dans ce cas-là à se priver de Mahrez, et Mahrez également, pour son statut, pour ce qu'il représente aux yeux de son entraîneur, est un indispensable, même si ce n'est pas le cas dans l'esprit de bien des suiveurs. Voilà, il y a toute une logique à mettre en place qui fait que quand je vois sa composition d'équipe, je ne crie pas, je ne m'énerve pas, je me dis, bon, il y a une logique derrière cela, même si effectivement ça n'a pas totalement répondu aux attentes face à la RDC, et on a vu exactement le même scénario, c'est-à-dire un Mora qui a cette fâcheuse tendance à se déporter sur son aile gauche pour tenter de plus ou moins repiquer dans l'axe, laissant du coup, par voie de conséquence, l'axe seul. Maintenant, quant à ta deuxième question, est-ce que je comprends le manque de réaction? Non. Non, je pense qu'il y a très peu de gens qui l'ont compris. Et ceux qui étaient parmi les plus ardents défenseurs de Petkovic après les 3 premiers matchs, et y compris celui face à la RDC, puisqu'on l'a souligné nous-mêmes, c'est probablement de son coaching pardon, que vient la victoire face à la République démocratique du Congo. Cette fois, la Clairement. défaite, elle est un petit peu pour lui quand même, parce que effectivement, je pense que quand tu rentres au vestiaire avec pour constat l'échec total de ta stratégie, c'est le moment de revoir quelque peu tes plans, à Hmm. moins qu'il soit rentré avec à l'esprit l'idée que oui, si ça peut durer encore un petit moment, on peut les faire tirer et éventuellement arriver à perturber le bloc à la 70e ou quelque chose comme ça. C'est un pari risqué et on l'a vu parce que tu te prends un but d'entrée de jeu. Voilà, donc est-ce que je comprends son oui, sans pour autant forcément être d'accord avec ce qui a été fait? Est-ce que je comprends son manque de réactivité à la mi-temps? Non. En tout cas, il y a un constat indéniable et qui est encore plus criant au terme de cette rencontre. Et je pense qu'on est obligé de mettre sur la table. Moi, je suis le premier à dire que Vladimir Petkovic, que ce soit par l'entremise de sa compo initiale ou de par son coaching, a raté complètement sa rencontre. Mais en face, le Nigeria, on l'a dit, hein, c'est de loin la meilleure équipe de la compétition depuis le début, peut-être avec le Maroc qui est en train de monter en puissance, mais ils ont expédié le Mozambique au tour précédent. Ils menaient 2 ou 3-0, il me semble, contre la Tunisie. Et je pense que c'était un peu leur premier gros rendez-vous dans cette phase éliminatoire pour crédibiliser le fait qu'ils étaient là pour prendre la Coupe d'Afrique des Nations. Mais quand on voit plus généralement, au-delà des individualités, en sachant qu'ils ont 2 ballons d'or africains avec Osimhen et Lookman, la prestation collective, on doit reconnaître que ce soit le défi athlétique ou ce qu'ils proposaient également techniquement et collectivement
en phase défensive avec un gros pressing, c'était difficile à déjouer, Mehdi. Oui, non, Osimhen, c'est un phénomène, on l'a vu encore hier, hein, c'est vrai qu'il était injouable. Il était injouable, mais encore une fois, il n'était pas tout seul. Pour que Osimhen arrive à prendre de vitesse systématiquement nos joueurs, c'est qu'il fallait qu'il soit lancé aussi dans le dos de nos joueurs. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'équipe d'entrée, moi je pense que le plan était clair. Le plan était de faire un bloc médian, voire bas, et les attendre. Et c'est pour ça il a encore continué avec Amoura en espérant jouer les contres. Mais Amora, il a été pris dans les taux, c'était impossible. Et surtout, les ballons n'arrivaient pas. Même Amora, même s'il part, il faut bien le lancer à un moment donné. Et on n'a pas touché au milieu. L'absence de Benasser a beaucoup, beaucoup pesé. On se posait beaucoup de questions sur Benasser. Le premier match était assez moyen. On a vu dans le deuxième match qu'il est vraiment monté en gamme. Il a apporté même sur le match contre le Congo, on a vu le début de match, en tout cas contre le Congo, avant qu'il se blesse, cette capacité de sortir devant la défense au raffut quasiment pour sortir le ballon, pour avancer. Ça, malheureusement, Zaloré ne sait pas faire ça. Zaloré ne sait pas faire ça. Zaloré, on l'a loué pour se montrer contre la RDC. Hier, c'était très compliqué. C'était très compliqué de trouver des solutions. Il y avait, on va en parler après, il y avait Maza qui a réussi un petit peu à tenir le ballon, à sortir, à se retourner. Mais pour les autres, pardon, ils étaient pris de vitesse. On était pris de vitesse. On était vraiment, voilà, nous, on devait attendre. Et finalement, le Nigeria, il a sauté, il nous a vraiment mis, il nous a acculés. Et donc, on s'est retrouvé vraiment en difficulté. Après, c'était un choix. Et je pense qu'il avait imaginé que le fait d'avoir tenu une mi-temps, il pouvait encore tenir peut-être un quart d'heure, 20 minutes, comme l'a dit Walid. Et après, faire ses changements ou demander à l'équipe de monter un peu plus, jouer les contres. Mais finalement, voilà, c'était trop compliqué, c'était une marche trop haute face à une équipe qui a super bien joué. Parce qu'on savait que l'équipe d'Eric Schell réalisait des grosses entames de match. D'ailleurs, c'est un entraîneur dont on peut louer la qualité. On avait vu d'ailleurs avec le Mali lors de la précédente CAN, mais il y avait vraiment une identité de jeu quasiment similaire à des clubs, quoi. Il y avait une idée de jeu portée vers l'offensive avec un vrai protagonisme. Là où on était plutôt dans la réaction côté algérien. Alors moi, je m'étais dit que justement la configuration allait peut-être nous avantager, dans le sens où on allait avoir une équipe qui allait s'ouvrir en face et que c'était peut-être la configuration qui était favorable pour notre sélection. Quand on voit que le Congo, qui a fermé le jeu, qui avait quasiment pas d'intention de jeu, nous a aussi un peu fermé son but jusqu'au changement au cours de la prolongation. Mais il faut reconnaître que on n'a pas vraiment eu d'occasion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette statistique qui est clairement édifiante. Zéro expected goals à la 77e minute. Walid, depuis tout à l'heure, on loue la qualité du Nigeria, on critique également les choix de Vladimir Petkovic. Est-ce que c'est une élimination, enfin, est-ce qu'on aurait pu espérer autre chose à travers les changements, mais également vis-à-vis de l'arbitrage? C'est une thématique qu'on est obligé de mettre en lumière. Il y a notamment cette fameuse situation en première mi-temps avec Fares Shaibi qui tire sur la main d'un joueur nigérian. Est-ce que ça aurait pu fondamentalement changer La quelque main. chose? Il centre et il y a la main du Nigérian qui se déplace, Oui, pour être donc précis. qui a agrandi la Effectivement. surface. Voilà. Walid, est-ce que Ouais, cet événement il est aussi structurant dans la rencontre et est-ce qu'on aurait pu bon, imaginer un tout autre scénario? euh, c'est difficile de répondre à cette question pour différentes raisons. La première d'entre elles étant que euh, on refait pas l'histoire et forcément, en débutant la rencontre, je crois que c'est à peu près à la 15e minute de jeu, voire un petit peu avant qu'il y a ce fait de jeu-là. Si tu débutes la rencontre avec un but à ton avantage, tu obliges l'adversaire à se découvrir quelque peu, ce qui ouvre peut-être davantage d'espace par Amora, etc., etc. Bon, je ne sais pas. Euh, Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que l'arbitrage, effectivement, nous depuis notre siège de supporters, Mehdi depuis le stade, euh, il a agacé plus d'un et ça s'est vu sur le visage des joueurs. J'ai notamment pu observer des scènes que je n'avais jamais pu voir par le passé du côté de Petkovic, un Petkovic nerveux qui parle avec le quatrième arbitre, qui s'explique avec l'arbitre principal lui-même, un arbitre principal qui, je crois, est de cette école de ceux qui s'imaginent qu'ils vont instaurer de l'autorité en criant et en faisant discuter. Ça ne marche pas. Malheureusement, les joueurs professionnels sont professionnels, ils n'acceptent pas qu'on s'adresse à eux avec arrogance.
Mais il a donné le ton d'entrée de jeu, cet arbitre. Je crois qu'au bout de 10 secondes de jeu, faute pour Zerouki, il attrape Zerouki, il lui explique en gros c'est la première, la deuxième c'est jaune, enfin voilà. Mais Et on ensuite l'a on vu voit. rapidement avoir Amoura en ligne de mire, hein. On a vu que sur plusieurs situations, il lui répétait que le prochain c'était jaune. Quand côté nigérian, je sais plus si c'était Calvin Bassey ou un autre élément de la formation nigériane, mais il y a un joueur qui a fait plusieurs fautes et qui lui n'a jamais été sanctionné, notamment une faute sur Marez, il me semble, en début de match, sur une des rares transitions de la sélection. Mahdi, on peut clairement qualifier son arbitrage d'impartial, enfin de partial justement, sans dire que ça aurait fondamentalement changé grand-chose au résultat final. Il y a notamment une scène à la fin du match, je ne sais pas si tu l'as vu, Oui, où il refuse de serrer la main de serrer la certains main. joueurs algériens et où il se jette dans les bras de joueurs nigérians qui interrogent quand même. Non, c'est vraiment, bon, c'est ce type d'arbitrage qui est vraiment très agaçant parce qu'on a l'impression quand même d'avoir un arbitre omniscient. En tout cas, quand je dis omniscient, ça ne veut pas dire qu'il est là pour favoriser forcément, mais tu vois qu'il a dans le collimateur une équipe déjà. Donc ça, c'est forcément, ça crée des tensions. Et quand les cartons sortent plus vite pour une équipe que pour l'autre, notamment sur le coup de Ait Nouri qui se fait secouer par un joueur, mais c'est lui qui prend le carton. Bon, ok, la réaction d'Ait Nouri n'était pas non plus forcément bonne, mais tu vois, tu sens que ce sont des choses qui agacent et qui font sortir les joueurs du match. Et c'est un peu dommage. Nos joueurs devraient un peu mieux maîtriser ça. Pour revenir sur l'action quand même du penalty, c'était après le premier quart d'heure où le Nigeria est à fond, rentre très bien dans son match. Et là, à un moment, on ressort bien. Vraiment, on joue à une touche de balle, on ressort bien. Et cette action, elle aurait pu tout changer. Le centre de Shaibi, il y a une main claire, il élargit sa main. Alors maintenant, on commence à entendre que la ballon va peut-être frôler la cuisse avant de toucher la main, mais ça ne change rien. On voit bien l'action, il est dans son camp, même si c'est à la limite, il est dans son camp. Il y a un penalty. Au minimum on attend. On attend ce qu'on nous dit à l'oreille. On va voir la VAR. Il n'y a rien, absolument rien. Et ça fait partie des choses voilà, qui sont. Voilà, qui sont... Il y a d'autres faits de jeu hein, dans cette cas, notamment on voit il y a plusieurs joueurs, il n'y a pas que nous, mais nous on a perdu un joueur, Jawad Hadjem, sur un tacle assassin, où il doit y Mhm. avoir rouge. Clairement, il y a eu plusieurs cas, même pour le Maroc et pour d'autres équipes. Il y a eu un rouge, je crois que c'était je sais plus, c'était pour le Mali, mais beaucoup de choses où on a vu que les joueurs ne sont pas protégés, et ça, c'est vraiment malheureux. Et pour venir juste sur cette action, oui, elle aurait pu changer le cours du jeu. Elle aurait clairement pu changer le cours du jeu. Parce que, comme on le disait, hein, c'est peut-être la seule situation qui aurait pu donner, tout au long de ces 90 minutes, une véritable action de but pour l'Algérie. Parce que en dehors de ça, je l'ai dit plusieurs fois, il y a la fameuse statistique des expected goals, mais on n'a pas de véritable situation concrète. Là où, par exemple, le match contre le Burkina Faso, on peut se mordre les doigts de ne pas mener 2 à 3-0, peut-être au terme de la rencontre, quand on se rappelle des situations, notamment d'Ibrahim Maza. Il me semble qu'à Moura, on avait eu également une autre. Contre la RDC, il y avait eu quelques ratés d'Amoura. Là, il n'y a vraiment rien, en fait. Il y avait rien à se mettre sous la dent au niveau du secteur offensif algérien. Donc, bien évidemment, que c'est quelque chose qui revient en tête, surtout quand on sait qu'à ce moment-là du match, il y a 0-0. Peut-être qu'une ouverture du score sur penalty, cela aurait ouvert le match côté nigérian, peut-être qu'ils auraient laissé encore plus d'espace dans leur dos. Moi, je veux quand même Arilas, revenir. Oui, Walid. juste pour ajouter un mot, je ne sais pas quelle est votre perspective à vous deux, mais pour moi, le rôle d'un arbitre, c'est d'assurer le bon déroulement de la rencontre. Et un arbitre qui fonctionne bien, c'est un arbitre qu'on voit le moins possible. En tout cas, de par ma perspective. Un arbitre qui laisse le jeu se dérouler le plus facilement possible, s'il voit qu'il y a des moments de tension, il les éteint, il les diminue. Il cherche à être le moins dans l'action possible, donc le moins de coups de sifflet possible. Lui, non. Lui, il avait ce besoin irrépressible de démontrer qu'il était là, que c'était le cow-boy, qu'il avait cette volonté absolue de rappeler aux joueurs, je sais, Anna Washikor, voilà, littéralement, je vais vous montrer comment vous allez vous comporter, etc. Euh, je veux dire, les joueurs qui sont habitués à un certain niveau d'arbitrage sur la scène européenne, fut-il parfois pas forcément irréprochable, hein, nouveau, hein. Je sais que l'arbitrage en Liga, l'arbitrage en Ligue 1 française, l'arbitrage en Serie A ne sont pas toujours exempts de tout reproche, mais qui sont habitués à des arbitres qui sont un peu plus pédagogues, un peu plus dans la discussion, et pas ce type d'arbitrage-là qui est juste dans le mépris pur et dur. Mhm. Ça a son importance. Ça, par contre, je ne nierai pas. Le penalty, je ne le sais pas. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, mais je pense qu'il est trop facile
au contraire trop difficile de se prononcer. Le comportement global de l'arbitre, par contre, indéniablement a agacé. Et ça s'est vu plus d'une fois. Amoura prend un jaune pour une faute de frustration pure. Il n'a aucune chance de prendre le ballon. Sa faute est uniquement une faute d'agacement. Donc, forcément, ça rentre en compte. Même plus globalement, quand tu sais que tu es inférieur techniquement, je pense que techniquement, quand même, il y avait un déficit, alors que justement, c'est censé être une des qualités de la sélection. Quand tu vois que, moi, j'ai une image frappante, j'ai l'impression qu'on réussit aucune passe dans les 30 derniers mètres. Déjà que tu n'as pas beaucoup de ballons dans cette zone du terrain, quand tu vois que même avec les entrées de Hadj Moussa, l'entrée de Boulbina, tu avais toujours des ratés dans la dernière passe, dans le dernier geste, même pas à l'entrée de surface, c'est vraiment donner le ballon dans le demi-espace pour qu'il y ait un centre derrière. Si en plus, au niveau des fautes, quand tu dois gérer la rencontre, tu as un arbitre qui te pénalise souvent, bah, c'est pratiquement une opération impossible. Je voulais quand même soulever quelques problèmes tactiques que moi j'ai quand même vu, où je voyais des similarités, notamment avec le match de la RDC, c'est que les compositions sont à peu près similaires. Et moi je trouve qu'il y a quand même un problème qui est régulièrement récurrent, c'est le fait de jouer avec Amoura seul devant lorsque tu affrontes des équipes d'Afrique subsaharienne qui ont souvent des défenseurs imposants qui prennent tout dans les airs. Moi, j'ai trouvé ça problématique. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Mehdi. Là où justement un Bardad Bounedjah aurait été peut-être un peu plus imposant, que ce soit par son jeu en pivot. Justement, quand tu es acculé par un pressing, avoir une sortie mi-longue avec un joueur qui est bon dos au but, ça aurait quand même changé pas mal de choses. Moi, ça me pose pas tellement de problème que Amoura joue en pointe. On le voit avec Wolfsburg, il le fait très bien, il arrive à prendre les espaces. Le problème que tu as souligné, pardon, c'est le fait d'avoir joué autant de ballons aériens. Il fallait jouer dans les espaces, il fallait peut-être trouver Amoura dans le dos des joueurs, mais à ras du sol, pas en hauteur. Et c'est c'est une erreur. Mais bon, si on l'a fait, c'est qu'on n'arrivait sans doute pas aussi à trouver les joueurs euh, dans les pieds, on n'arrivait pas à trouver les décalages dans les pieds pour arriver justement à le lancer dans l'espace. Donc, on a dû abuser de ces ballons longs et du coup, c'est des ballons donnés carrément à l'adversaire. On a vu d'ailleurs dans la relance de notre équipe, qui est parfois un peu agaçante, de fait de la relance qu'on le fait à deux avec le gardien pour qu'il joue au pied, pour ajouter un joueur de plus, on va dire, au pied, un 12e homme, enfin 11e homme plutôt au pied. L'idée, c'était ça, c'était de sortir justement les ballons tranquillement derrière, de jouer au sol. Mais quand tu es pressé, comme on était pressé hier par le Nigeria, bah, tu te retrouves à balancer devant pour éviter cette pression-là. Et malheureusement, ça ne marche pas. Donc, oui, c'est pour ça qu'il aurait dû peut-être y avoir de changements. Peut-être qu'un entraîneur un peu plus réactif, il aurait fait rentrer un Bounjer directement à la 30e minute. Il dit à la 30e minute, c'est plus possible, on n'arrive pas, on perd tous les ballons. Bah, dès la 30e minute, voilà, je change mon plan. Je mets mon plan B, si j'ai mon plan B qui était déjà prévu, et je mets un Bounjak pour récupérer ces ballons longs avec son dos, son jeu dos au but, son jeu de corps et tout. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait, ou ça a été fait trop tardivement, encore une fois, parce que les changements ont eu lieu, je ne sais plus à quelle minute, 50e, 55e, c'est ça? Après, Donc, après le deuxième but encaissé de 60e, mémoire. Lors de donc jeu. c'était un peu trop. On a un peu trop attendu pour faire ces changements, alors qu'on a tous vu notre côté inoffensif, cette incapacité à tenir le ballon. Ouais, surtout qu'on a l'impression que ces changements renforcent l'image d'une équipe d'Algérie qui avait perdu le match, enfin, où le match était fini, et où Petkovic qui est passé d'une position attentiste, presque neutre vis-à-vis de ce qui se passait sur le terrain, parce qu'il n'y avait pas vraiment ni de changement de système, ni de véritable adaptation, ni de changement, comme on l'a dit, à faire rentrer tous ceux qui pouvaient faire rentrer, parce qu'il a fait du coup rentrer, je crois qu'il fait un triple changement. Il fait Franchement, rentrer ouais. Boulbina, Mm. il repositionne Shaibi au milieu de terrain, il fait également rentrer Hadj Moussa et il fait rentrer Bounedjah. Donc ça fait Ouais. trois changements d'un coup, trois changements offensifs. Et là, on comprend très rapidement que bon, bah, le match était plus ou moins terminé dans sa tête et qu'il fallait faire rentrer le maximum de joueurs offensifs pour au moins être dangereux. Et finalement, c'est ça qui est encore plus désolant, c'est que même après ces changements-là, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Walid, mais à part avoir eu plus de ballons dans les 30 derniers mètres, j'ai pas vu concrètement d'occasion. Pas vraiment. On passe en 4-2-4 en fin de match. C'est ça. Euh, On sacrifie Maza. On sacrifie Maza sur ça Berkane. aussi. Je crois que c'est Berkane qui prend la place de Maza et Berkane se replace du coup en pointe aux côtés de Bounedjah Ah pendant oui, que Maza, Boulbina
Hadji Moussa à droite. Non, non, Ouais, Maza sort lors de la première session de changement et il est remplacé par Oui, Boulbini. c'est ça, ouais. C'est C'est ça, on sacrifiait Maza pour faire descendre Shaibi, pour jouer avec deux mm. récupérateurs, Shaibi et Boudaoui, non? Ou Zelouké. Je ne me rappelle plus c'est ça Boudaoui. exactement. exactement, c'est ça exactement. Boudaoui sort plus tard, je crois. Je crois qu'il sort à la 80e, quelque chose comme Boudaoui ça. est remplacé par Voilà. Rabdelli à la Entrée 81e, ouais. Voilà, Abdelé qui prend la place de Boudaoui. Bon, C'est ça. Donc, on passe avec une doublette Shaibi Boudaoui et on sacrifie Maza. Et donc ça, c'est aussi un peu problématique parce que Maza, on va en parler après sans doute, c'était sans doute l'une des satisfactions de ce match. Exactement. Exactement. Donc, ouais, donc des changements au final qui n'effectuent pas de véritable, pas de véritable rupture dans cette rencontre. Au final, c'est peut-être plutôt un Nigeria qui s'est mis en mode gestion en prévision de sa demi-finale face au Maroc plutôt que un véritable bouleversement. D'ailleurs, le Nigeria, on a parlé de l'action et de ce potentiel penalty, mais on peut aussi dire qu'ils auraient pu en rajouter 2-3 buts. On peut penser notamment à cette situation avec Rami Ben Sebaini qui effectue un sauvetage sur la ligne. D'ailleurs, c'est le VAR qui effectue la vérification et non la goal line technologie, ce qui est quand même bon, assez surprenant pour un supporter de foot qui regarde les 5 grands championnats européens, de se dire que c'est le VAR qui doit juger d'un dépassement de la ligne ou non. D'ailleurs, sur les ralentis, ça se joue vraiment je pense, à quelques Rien. millimètres. Hein. C'est assez surprenant. Et puis, il y a une autre situation en fin de match, où je ne sais plus si c'est à quel moment de la deuxième période, où il y a une belle contre-attaque. Il y avait également Accor Adams en première période qui rate un face-à-face qui tire sur la poteau. barre. Oui, qui touche la barre. Donc c'est là où tu te dis quand même, bon, déjà que tu prends un 2-0 et que t'es vraiment neutre pendant toute la rencontre, que tu te fais manger, tu aurais pu en prendre 2 ou 3 de plus. De là, on vient ma dernière question pour amorcer la transition entre ce débrief et notre bilan de la CAN. Est-ce que l'impuissance des Verts hier face au Nigeria remet en question l'aspect positif de cette compétition? Est-ce que vraiment la manière dont on sort, même si c'est le Nigeria en face, avec du recul, on se dit, bon bah oui, on a renoué avec le succès dans cette CAN, mais par contre, on a vu qu'il y avait un gap énorme avec une sélection comme le Nigeria. Mahdi. Euh, oui, quelque part, bien sûr, bien sûr. On a bien senti qu'on n'est pas une équipe complète. On n'a pas une équipe complète. On a une équipe qui a réussi à tenir tête à des équipes, on va dire, de milieu de tableau africain. Mais quand on arrive contre un top africain, une équipe complète, une équipe vraiment solide, comme ça aurait pu être le Sénégal, comme ça aurait pu être une autre équipe, le Maroc, sans doute, si on était passé, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Même si pour moi, le Maroc, ça reste décevant. C'est pas forcément l'équipe la plus complète qu'on ait vue jusqu'ici, mis à part Diaz, je vois pas grand-chose. Donc là, oui, au Nigeria, d'ailleurs, le Nigeria, tout le monde s'étonne parce que le Nigeria a été éliminé par la RDC à la Coupe du Monde. Les gens découvrent un petit peu cette équipe du Nigeria, mais non, on a vu une équipe complète. Nous, oui, bah, nous, on voit qu'on a encore un chantier au milieu. T'as pas Benasser, bah, tu retombes, tu dois trouver des solutions. En attaque, ben, tu peux être bloqué assez facilement. Voilà. Donc on sent qu'il y a eu, il y a eu des choses, on va en parler tout à l'heure, il y a beaucoup de satisfaction, mais on voit que c'est pas encore, on n'est pas encore prêt à affronter l'Argentine en tout cas. Ouais, parce que la prochaine échéance, du coup, c'est le rassemblement de mars. Et puis après, on aura cette Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec le retour de nos Fennecs. Walid, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur l'impact de ce match contre le Nigeria dans ta perception de cette sélection, dans ta perception peut-être aussi, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, du parcours général, du mandat de Petkovic. C'est quand même un peu on peut parler peut-être du plus gros test depuis l'arrivée de Vladimir Petkovic. Il y a eu des matchs importants, notamment en qualif de Coupe du Monde. On se rappelle du match face à la Guinée. Il y a eu ce match face à la RDC, le match de la phase de groupe face au Burkina Faso. Celui-là, dans le faible nombre de défaites de Vladimir Petkovic sur le banc de la sélection, il laisse quand même des traces. Est-ce qu'il a des traces? Oui. Est-ce que pour autant ça remet tout en question? Je suis pas aussi d'accord qu'il n'y paraît avec Madé, pour une raison simple, c'est qu'il y a déjà des circonstances qu'on n'évoque pas. Le fait que le Nigeria ait joué un jour avant et uniquement 90 minutes, là où nous avons joué un jour après et 120, Contre un et troisième de 120, groupe aussi, ça voilà, rentre. bon,
Ça a son importance, sachant que le Nigeria était rentré en mode gestion très rapidement face au Mozambique. On Ils a avaient trouvé été... des excuses, Walid, c'est pas bien. Qu'est-ce que t'as dit, pardon, j'ai pas entendu? On a trouvé des excuses. On commence Bah, à- je sais pas, je veux dire, j'essaie d'être le plus juste possible. Est-ce qu'on a raté totalement notre match? Oui. Est-ce qu'on a totalement raté l'objectif de cette CAN qui était de prouver qu'on avait quand même un certain niveau, qu'on était capable de le rehausser, que les deux crises des deux précédentes CAN plus l'élimination face au Cameroun à la dernière seconde étaient éliminées? Est-ce qu'on a raté tous ces objectifs-là pour dire que la CAN était ratée? Non, je crois pas. Je crois que, tu l'as évoqué toi-même, le match face au Congo, déjà, c'est une forme d'accomplissement. C'est une forme d'accomplissement parce qu'on a joué une équipe qui a quand même éliminé le Cameroun et le Nigeria de la course à la Coupe du Monde. C'est quand même pas mal. Après, de là à découvrir qu'on avait des carences, oui. Est-ce qu'on a les mêmes carences depuis quelques mois? Oui et non. On est moins perméable défensif qu'on avait pu l'être il y a encore quelques mois. Je vois toujours de grosses carences dans les coups de pied arrêtés, la façon dont on défend sur ces coups de pied arrêtés qui, moi, me déplaît. Et dans le jeu aérien en général, je ne sais pas quelle est exactement la nature du problème, mais hier, ça s'est vérifié tant dans l'impact physique et plus globalement, ça va t'intéresser à Ridas parce que je sais que tu supportes l'OM. Paolo Rongoni, l'ancien préparateur physique de l'OM et je crois aussi de Lyon, qui était, il me semble, l'adjoint de Rudy Garcia. Ouais, Rudy Garcia. euh, voilà, il était supposé aussi donner ce supplément d'âme supplémentaire aux joueurs. Je ne l'ai pas trop vu face au Nigeria. J'ai plutôt vu contre l'équipe du Nigeria qui nous bouffait à chaque duel. Et ça s'est vu, y compris en fin de match, quand vous voyez Boulbina qui déborde sur son côté gauche et qui se fait valser, mais sur 15 mètres par un coup d'épaule du défenseur nigérian. Enfin, c'était assez intéressant, je trouvais, à observer. Ça prouvait donc qu'il y avait une marge quand même de progression en la matière. Après, et je pense que dans la partie qui suivra, il y a des enseignements, il y a du bon et du mauvais à tirer, mais je trouve que globalement, le visage démontré durant cette CAN a été plutôt positif quand on se souvient quand même qu'il y avait encore 6 mois, tout le monde réclamait la tête de Petkovic, qu'en novembre, tout le monde réclamait la tête de Petkovic après 2 matchs très laborieux en éliminatoire, que cette équipe nationale, à nouveau, elle sort de 2 CAN avec 0 point. Enfin, voilà, et si on commence à lister la liste des paramètres, si on fait la liste des paramètres, pardon, on se rend compte quand même qu'il y a à boire et à manger dans tout ça.